Petite visite Tropic Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, Christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boisdaine, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropic Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropic Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropic Marché. On vous attend. Guadeloupe, actualité. Les élèves de l'école Gratien Candace découvrent aujourd'hui le métier de journaliste. En visite ce matin à la Maison de la Presse à Basse-Terre, ils se sont entretenus avec notre confrère Danick Zandronis. Le reste en images. Je travaille avec les enfants depuis quelques années et ce projet-là, ça me tenait déjà à cœur depuis bien longtemps. Et j'ai observé qu'effectivement les enfants ne connaissaient pas vraiment les médias. Donc j'ai bien sûr eu la chance de rencontrer M. Zandronis. On a échangé et puis le projet a été validé. Il faut une relève et personnellement moi je pense que je ne suis pas dépassé mais qu'il faut aussi passer la main et il est important avec ces enfants de primaire faire comprendre les rouages de la presse en général et donner aussi à lever cette vocation. On devient aujourd'hui primordial de permettre à des jeunes Guadeloupéens de devenir journalistes ou encore d'autres métiers au niveau de l'audiovisuel. Être journaliste, ça peut nous donner de l'information et ceux qui sont, enfin, les réseaux sociaux nous disent des choses fausses. Je suis sûre que c'est bien et vu que j'ai vu beaucoup de journalistes, je pense que leur travail, ils travaillent très dur pour nous faire des journaux qu'on ne lit pas des fois. Moi, je regarde plutôt sur la télé ou sur ma tablette, mais sinon, je ne regarde jamais les journaux. On a à peu près 60 élèves, donc là-dessus, on a une dizaine d'élèves qui connaissaient peut-être la radio, mais le fonctionnement encore, cette joie de faire de la radio ou même de l'audiovisuel, parce qu'on en a profité aussi pour montrer le studio de montage de nos confrères de News Antilles en vidéo. Donc cela peut créer l'émulation par rapport à ces enfants et permettre à ces enfants de faire de la radio. Il y a même déjà des promesses des enfants qui veulent revenir avec leurs parents. Ils ont des questions pertinentes parce qu'on voit bien que l'équipe enseignante les a préparés. Donc c'est formidable, les collègues se sont engagés. Et voilà, les élèves ont pris le temps, oui. Franchement, j'étais agréablement surprise par certaines questions, surtout des élèves de CM2. Donc ils vont rentrer au collège l'année prochaine et c'était vraiment très enrichissant l'échange. J'aurais bien aimé poursuivre en ce sens et avoir d'autres projets. Pourquoi pas réaliser de petites émissions avec les élèves, même en les sélectionnant s'ils sont intéressés. Un reportage signé Olivier Félix et notez que les journalistes sont régis par la charte de Munich qui fixe les droits dans notre profession et il y en a 10. Le premier étant de respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour le journaliste en question et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. En 2, défendre la liberté de l'information, du commentaire et de la critique. En 3, publier seulement des informations dont l'origine est connue ou les accompagner si nécessaire des réserves qui s'imposent et ne pas supprimer des informations essentielles de manière à ne pas altérer les textes et les documents. En 4, ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des photographies et des documents. En 5, s'obliger à respecter la vie privée des personnes. En 6, rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. En 7, garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement. En 8, s'interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication
ou de la suppression d'une information, trafic d'infos. En 9, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs. En 10, refuser toute pression et n'accepter de directives rédactionnelles que des responsables de la rédaction. Un métier, somme toute, de plus en plus difficile à réaliser, vraiment, il faut le dire, mais il faut effectivement garder une certaine intégrité, une certaine droiture quand on exerce ce métier. Et après 12 ans d'échouage de Sargasses, nous sommes toujours au même point. Aucune avancée concrète sur les collectes en mer ou sur la valorisation. C'est sans compter l'inexistence d'une carte juridique des Sargasses qui permettrait de mener des actions à l'encontre des pays pollueurs qui aident à la prolifération des algues brunes. En tout cas, la coopération régionale de lutte contre les Sargasses entend maintenant plaider à l'international pour essayer d'obtenir des résultats, mais ce n'est pas ce qui va ramasser les sargasses sur nos plages et dans nos ports. Moi, ce que je vois comme résultat, il y aura un document qui va être produit avec des recommandations opérationnelles, mais à chaque session, on a avancé sur les sujets et sur notre coordination de la coopération régionale. Par exemple, sur la santé, il y a l'idée qu'il y ait une plateforme des acteurs, c'est les ARS, les CHU, pour mieux relancer la coopération régionale après le Covid. Ça passe par des accords, mais ça passe par beaucoup d'actions différentes. Sur les sargasses, il y a des recommandations très importantes où le projet SARCOP européen, piloté par la région Guadeloupe, va se concentrer aussi sur la sensibilisation au niveau international des différentes enceintes multilatérales avec l'aide de l'État, parce que les sargasses, il faut agir évidemment au niveau local, c'est clair. Il faut agir avec les partenaires caribéens, c'est la région. Mais maintenant, on va lancer des actions dans les enceintes multilatérales au niveau global, parce que c'est un sujet majeur et il faut le faire maintenant. Moi, je suis là en fait pour voir comment est-ce qu'on peut agir en complémentarité de toutes ces initiatives que je découvre aujourd'hui. Et on a très envie en fait de permettre aux étudiants qui aujourd'hui peuvent accéder à une mobilité dans la zone, c'est déjà le cas. Entre DOM, on peut déjà financer la mobilité estudiantine. J'aimerais qu'on le fasse aussi avec les pays de la zone. Et donc voir dans ce cadre-là, comment est-ce qu'en complémentarité de cet Erasmus régional, on pourrait agir. Mais comme je le disais, il faut qu'on le fasse, j'allais dire, à l'initiative des acteurs locaux. On viendra en réponse à des besoins locaux. Il ne s'agit pas pour nous de construire ce que doit être le développement économique de la zone, ce n'est pas notre sujet. Par contre, intervenir en appui parce qu'on est des services de l'État, parce qu'on est très attaché aux valeurs de la République, parce que l'égalité des chances est aussi quelque chose qu'il faut faire vivre sur ces territoires, vous pourrez compter sur la DOM pour le faire. Nous sommes au démarrage de quelque chose d'extrêmement important parce que vous savez, avec les contraintes environnementales très fortes qui pèsent sur les compagnies maritimes pour qu'elles limitent l'empreinte carbone de leur activité, ça va modifier dans cette zone les routes maritimes. Il y a une opportunité pour la région Guadeloupe, notre territoire, parce qu'on va avoir un hub avec des activités nouvelles, mais ça va rapprocher les territoires d'outre-mer avec les pays de la Caraïbe et ça va nous permettre peut-être, avec ces nouvelles maritimes, de développer de nouvelles filières. Voilà, donc ça a été des sessions, c'était très riche, ça a été très dense et l'idée vraiment, c'est ça le défi maintenant, recommandations opérationnelles pour avoir des actions concrètes. La phase du Covid, heureusement, est quand même maintenant derrière nous et il faut que les coopérations reprennent plus fort dans la région. Et la CNBT part à la rencontre des acteurs économiques de son territoire. Adrien Bayron était ce matin en visite dans une ferme de taille moyenne à Sainte-Rose. Regardez. Nous sommes à Olivier-Sainte-Rose, donc à Morne-Rouge, dans la ferme de M. Crozillac, Jacques d'ailleurs. Donc c'est un exemple de ferme à taille moyenne, mais avec des élevages performants.
C'est une très belle ferme, donc vous avez une certaine diversification puisqu'il a un atelier volaille, il a également des bœufs et puis des porcs qui sont destinés à l'élevage ou à l'abattage. Donc bon, on a un exemple de dynamisme économique en termes de structuration agricole ici sur ce territoire-là. On a quelques éleveurs comme ça sur notre territoire. Il ne faut pas oublier que Sainte-Rose c'est un bastion agricole puisque dans le passé c'était la commune par excellence en Guadeloupe qui avait un développement agricole harmonieux. Et puis après la fermeture des usines et l'urbanisation un peu sauvage, on a quelque peu diminué. Mais l'objectif de la ville, de la CNBT, c'est de pouvoir redynamiser économiquement le tissu agricole saint-rosien et de l'ensemble du territoire pour suivre des exemples comme celui de M. Koziak. Le président du CNBT, c'est effectivement, je suis sur le territoire de la CNBT. Et c'est normal qu'il fallait inviter le président pour montrer au président ce qui se fait effectivement sur le territoire de la CNBT. Quoi. Il y a une production agricole qui existe, c'est l'occasion. Il fallait effectivement voir, découvrir ce que nous faisons sur le territoire. Ce n'est pas une question d'aide, c'est une question déjà. Il y a des problèmes effectivement, notamment dans la filière bovine. Voilà quoi. C'était l'occasion pour lui montrer ce que nous faisons, ce que nous savons faire. Et il y a lieu aussi d'aider, d'accompagner et de réfléchir comment pour effectivement faire des propositions pour voir comment on augmente effectivement le cheptel bovin qui est en nette diminution. Au niveau de la CNBT, nous avons mis en place deux choses, que je puisse assurer des permanences pour rencontrer nos administrés sur leurs différentes doléances, mais aussi qu'une fois par semaine, ou tout au moins tous les 15 jours, que nous puissions visiter des unités de production ou des unités en matière agricole. Aujourd'hui, c'est la ferme que nous visitons. En plus, on a l'avantage qu'au-delà de l'élevage de bovins, caprins, également le porc et également la volaille. Et c'était aussi l'occasion, au-delà de cette présentation, de faire un peu le point sur les difficultés rencontrées par la profession. Et donc, il y avait également le président de la coopérative et nous avons pu échanger. Et avec la région, on va, d'ici la fin d'année, faire une première réunion pour prendre un certain nombre de mesures, puisque j'avais eu l'occasion avec le président de région d'initier une réunion sur l'élevage et cette nécessité que nous puissions augmenter la production, puisque depuis une dizaine d'années, on constate cette baisse de la production. Et je reçois maintenant Boris Damas, qui est jeune agriculteur, producteur de volailles et parrain de la 2e édition de A Green Startup. Bonsoir Monsieur Damas. Bonsoir à tous. Alors on parle souvent effectivement de relancer les filières de production, d'augmenter les volumes de production, surtout au niveau bovin, ovin et sur la volaille. Comment se porte votre société en ce moment? Vous êtes producteur de poulet, comment ça va? Nous, ça va, hein. On se développe gentiment, on a démarré gentiment et puis les choses évoluent malgré l'enchaînement des crises sanitaires, sociales, même de guerre. On parle de guerre en Ukraine, mais bon, nous, on a démarré. Tout le monde nous disait qu'il ne fallait pas démarrer, c'était pas le bon moment. Et puis, on est là et on est présent toujours. Hein. À tel point qu'en 2020, vous avez même gagné un prix au Salon de l'Agriculture pour vos volailles, justement, de qualité. Oui, alors pas au Salon de l'Agriculture, c'était au concours à Green Startup. Green Startup, pardon. Par contre, la semaine... au Salon de l'Agriculture. Par contre, la semaine dernière, effectivement, on était au Salon de l'Agriculture, mais c'est à Green Startup, effectivement, nous, on a participé à ce concours. Et c'est vrai que le concours nous a effectivement aidé à évoluer, à faire l'entreprise évoluer, à avoir de la visibilité, à avoir du réseau dans le secteur, dans le monde agricole. Et je pense que c'est une bonne chose aujourd'hui pour notre entreprise. Donc vous conseillez effectivement peut-être à tous les producteurs de participer à ce genre de concours? Ah non, mais le message que je passe aujourd'hui, c'est en direction, en tout cas, de la jeunesse de ce pays, celle qui innove en permanence. Aujourd'hui, on est dans un processus de transition agroécologique, donc il faut de l'innovation, on change de paradigme agricole, et donc il faut que les jeunes, tous ceux qui travaillent dans l'innovation, doivent s'investir aujourd'hui dans ce concours, parce que ce concours va aider leur projet à prendre une bonne direction, à avoir un développement, à booster leur projet tout simplement. Alors vous avez choisi justement le poulet bio, 100% bio.
Ça marche bien, ça? 100% bio et ça fonctionne. Alors les gens, il y a des personnes qui me disent mais est-ce que ça marche vraiment, ça coûte cher et tout. Ben figurez-vous qu'on a toutes les tranches sociales qui consomment notre poulet aujourd'hui, du retraité au cadre sup, en passant par les jeunes ou les moins jeunes. Tout le monde aujourd'hui consomme notre poulet parce que c'est une volaille de qualité. Donc ce sont principalement des freins peut-être imaginaires qu'on met dans la tête de beaucoup de producteurs. Totalement. Aujourd'hui, il faut qu'on commence à travailler dans ce que j'appelle l'alimentation de qualité. Mon leitmotiv, c'est la démocratisation de l'alimentation de qualité, que tout le monde puisse avoir accès à une alimentation de qualité. Mais bien évidemment, ça nécessite des choix. Okay? Moi, aujourd'hui, je ne fume pas, je ne bois pas, et j'ai décidé d'avoir une bonne alimentation. Ben, aujourd'hui, c'est chacun fait ses choix, mais ceux qui, en tout cas, veulent aller vers cette direction, ben, nous, on est là pour leur offrir, en tout cas, ce produit. Alors, comment s'est passé le salon de l'agriculture? Le salon de l'agriculture s'est très bien passé. On a eu l'occasion justement de promotionner le concours à Green Startup au salon pour les jeunes qui étaient présents là-bas. Mais dès qu'on a eu l'occasion d'intervenir, on l'a fait aujourd'hui. Et à part de ça, bon, ben, on a consolidé les relations avec les institutions lorsqu'on était présent là-bas. Donc soit avec le national, soit avec le territoire de la Guadeloupe, etc. A priori, la production de poulet serait la meilleure ici en Guadeloupe. Je parle en termes de volume par rapport au marché qu'on a. Vous avez une grosse marge de progression ou bien le marché arrive bientôt à saturation? Non, on est loin d'atteindre. Aujourd'hui, alors je ne maîtrise pas forcément tous les chiffres, mais il me semble qu'aujourd'hui en Guadeloupe, c'est 13 000 tonnes de poulets qui sont consommés chaque année. On est encore loin d'atteindre ces objectifs. Donc il y a encore du travail à faire sur le poulet, que ce soit en conventionnel, que ce soit en intermédiaire ou en label biologique. Il y a beaucoup de travail à faire sur la volaille et c'est vrai que c'est une production qui mobilise pas forcément beaucoup de place. Donc on peut aller en ce sens. Vous avez choisi quand même le plein air, là où certains font des concentrations de poulet carrément. Vous avez choisi quand même le plein air, donc ça demande quand même une superficie. Oui. Ce qui est sûr, c'est que nous, on mobilise de la superficie parce qu'on a choisi de travailler en ce sens sur de l'extensif. Donc, effectivement, la concentration en bâtiment est diminuée. À l'extérieur, c'est 4 mètres carrés minimum par volaille. Et forcément, bon, ben, les poulets, ils évoluent dans des mondes. Donc, ça permet d'améliorer effectivement la qualité de la volaille qui est proposée. Et donc, en fait, ce sont tous ces éléments que j'ai eu l'occasion de présenter au concours qui m'ont permis d'avoir le prix que j'ai eu. Et aujourd'hui, c'est là où je parle d'innovation. On a fait le choix de l'innovation. Il y a des gens qui disaient que ça n'allait pas marcher. Et aujourd'hui, l'activité, elle marche. Donc, lorsque vous avez des projets innovants, n'hésitez pas à participer à ce concours pour présenter. Et derrière, vous aurez des accompagnements non seulement financiers, mais aussi techniques, administratifs, comptables pour vous aider à propulser votre entreprise à un autre niveau. Est-ce que votre business model a besoin de financement externe ou bien est-ce que la machine roule bien? La machine aujourd'hui, elle roule sur les fonds propres. Hein. Après, nous, bien évidemment, l'objectif, comme je disais, c'était de démocratiser l'alimentation de qualité. Et donc, forcément, nous, on fait toutes les demandes d'aide pour qu'on puisse effectivement diminuer le coût de production et que ce soit de plus en plus accessible au commun des mortels. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai un coût de production, je mets une marge et l'activité, elle se développe. Après, on a une bonne traçabilité des produits. Ah non, mais traçabilité 100%. On est présent à chaque étape de la production du produit. Je répète encore, ce sont des éléments que j'ai présentés au concours, mais on est présent à la production, on est présent à l'abattage, on est présent au conditionnement, on est présent à la distribution, on est présent à toutes les étapes et donc on garantit effectivement 100% de la traçabilité de notre produit. Bientôt une phase de développement? Développement, ben oui, on est déjà en train de travailler sur la suite des projets. On veut savoir. Oui. Donc, vous produisez combien à peu près par an là? Là, on est à peu près autour de 7500, 8000 têtes par an. 7500 8000 têtes par an. Vous pourrez doubler dans combien de temps? Là, on travaille à doubler et sérieusement même. Donc ça veut dire que c'est pour bientôt, voilà, ne pas parler vite. Oui, à faire autre chose aussi. Mais voilà. Diversification aussi. Oui. Mais ça, on va garder ça dans les tiroirs pour l'instant. Mais en tout cas, voilà, faut pas oublier, Harold, que c'est parti d'où? Le départ, il est là. Il est parti de ce concours, de techniciens qui m'ont accompagné, de ma capacité aujourd'hui à garder les relations avec tout ce monde agricole. Parce qu'il faut son réseau quand même. Exactement. Je prends un autre exemple. J'ai notre ami Fabrice Eutrope. Il me raconte ça à chaque fois. Il me dit, Boris, ça faisait 10 ans que je travaillais sur un projet. Il a participé au concours et à l'espace de 2 ans, son produit a été propulsé dans les pharmacies de Guadeloupe.
Alors que, voilà, donc je dis ça aux gens, je dis aux gens qu'il y a des gens qui font de la production, mais arriver à être présent dans les pharmacies, c'est pas donné à tout le monde. Il faut pouvoir se placer. Voilà, exactement. Clair. Et donc, c'est une multitude d'histoires de réussite qui sortent de ce concours. Et derrière, en fait, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et se dire qu'aujourd'hui, vous êtes jeune. Moi, je n'ai pas forcément un bac plus 5 ni quoi que ce soit. Je suis comme n'importe quel mortel. Et si moi, j'ai pu le faire, ben, en fait, vous aussi, vous pouvez le faire. Enfin, tout le monde peut le faire, mais il faut la volonté. Exactement. Il faut vraiment une volonté de le faire pour tenir contre vents et marées, parce que c'était pas facile au début. Hein. Oui, ça par contre, il ne faut pas l'oublier. Mais bon, le mental, c'est ce qui fera la différence. Hein. Dans tous les cas. Donc, les inscriptions sont encore ouvertes pour participer au concours Green Startup? Oui, les inscriptions sont ouvertes, d'ailleurs jusqu'au 27 mars. Donc, on invite tous les candidats à se positionner sur les inscriptions. Vous allez bien évidemment sur le site de la région Guadeloupe pour les inscriptions. Il y aura énormément de prix, mais je tiens juste si tu me permets, à donner un exemple. Okay? J'étais au salon de l'agriculture là. Le ministre de l'Agriculture lançait un concours parallèle qui s'appelle Graines d'agriculteur. Quand je regarde les prix, c'est 3 000 € pour le premier. Aujourd'hui, un concours comme à Green Startup, je ne sais pas exactement c'est quoi les prix qu'ils auront actuellement, mais moi, quand j'ai participé, le premier prix était à 30 000 €. Est-ce que tu vois la différence? 10 fois plus quand même. Voilà, 10 fois plus. Le deuxième prix, 25 et le troisième prix, 20 000 €. Alors que là, tous les prix sont à 3 000 € à l'échelle nationale. Donc, c'est vous montrer qu'en Guadeloupe, on n'est pas des rigolos et que lorsqu'on investit sur un concours, c'est sérieusement. Donc, je suis le parrain de cette édition, bien évidemment, et donc je veux qu'il y ait un maximum de jeunes de ce pays qui sont engagés dans l'innovation, qui s'inscrivent sur ce concours pour que derrière, on puisse créer quelque chose de réel sur la transition agroécologique, sur le changement des processus agricoles dans ce pays. Merci Boris Damas d'être venu sur ce plateau ce soir. Je le rappelle, vous êtes jeune agriculteur, vous êtes producteur de volailles, d'une marque de volailles qui porte d'ailleurs votre nom, et vous êtes parrain donc de la 2e édition de A Green Startup où les jeunes agriculteurs peuvent participer. Il y aura des gros prize money et vous l'avez dit, c'est l'occasion aussi de se faire un réseau, ne serait-ce que pour la distribution qui est primordiale parce qu'il faut pouvoir écouler ces produits pour arriver à faire du chiffre. En tout cas, félicitations pour le travail que vous réalisez depuis quelques années maintenant et on vous souhaite bon vent pour la suite de vos activités et on attend le doublement de la production et le placement dans toutes les grandes surfaces de Guadeloupe. Merci. Il est temps que ça arrive. Merci encore, Monsieur Damas. Et on enchaîne avec le séminaire croisé sur l'investissement au quotidien organisé par Cap Excellence. Oui, il était important pour nous de mettre en place cette manifestation, ce regard croisé aujourd'hui, mais aussi d'autres jours, parce que aujourd'hui c'est vraiment l'immortalisation de la journée des droits de la femme. Donc nous faisons ce regard croisé avec les femmes qui ont fait, l'entrepreneuriat, je dirais, sur le territoire de Cap Excellence. C'est vrai que j'apprécie avec beaucoup d'intérêt le fait que la communauté d'agglomération Cap Excellence ait ainsi invité des femmes qui ont contribué effectivement à mettre en place des actions. Parce que ces actions, il faut sans doute le rappeler, ce ne sont pas des actions ponctuelles, ce sont des actions qui sont menées tout au long de l'année. Nous nous sommes rendus compte que nous avions beaucoup de femmes engagées à nos côtés. Et à cet effet, nous avons voulu continuer, nous sommes dans la continuité, en saluant aujourd'hui ce travail que fait toutes ces femmes qui sont là, qui sont investies, qui sont engagées, parce qu'on se rend compte que dans le social, dans l'action sociale, le développement social local, il y a vraiment un engagement fort des femmes sur notre territoire. Le Club Sois Optimiste, c'est un club de femmes, c'est un club une ONG internationale et qui travaille avec l'ONU et qui défend les mêmes programmes que l'ONU. Donc la violence faite aux femmes fait partie intégrante du programme des Soeurs Optimistes et une action que nous menons tous les 25 du mois. Nous marquons cette date pour justement l'activisme contre les violences faites aux femmes. C'est vrai qu'il est important que nous puissions faire un regard croisé et se dire que la journée des droits de la femme, c'est aussi le respect des femmes sur ce territoire de Cap Excellence et aussi sur le territoire de la Guadeloupe. Et on se rend maintenant sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre pour le salon de nos talents mis en lumière. Nous avons d'abord allié art plastique, art visuel. Aujourd'hui, nous sommes sur la place de la Victoire à Pointe-à-Pitre. C'est la première édition du salon Nos talents mis en lumière. C'est uniquement pour les personnes en situation de handicap
professionnels, semi-professionnels ou les amateurs qui veulent montrer leur savoir-faire. Ça peut être de la production, la création, la fabrication, des alimentations, des bijoux, des vêtements, des œuvres diverses. Tout type de talent est bienvenu et les artistes, les artisans sont tous en situation de handicap. Si le grand public va aimer et les exposants également, on va refaire peut-être l'année prochaine. Je suis ici dans le cadre de ce salon parce que je suis atteinte de la sclérose en plaques, donc ce qui justifie mon handicap invisible. Et je suis également la créatrice de l'entreprise Écrin de Bonne Humeur que j'ai créée en 2017 avant le diagnostic de ma maladie. Je suis directrice artistique, donc j'accompagne d'une part les professionnels sur toute la gestion de leur image, la création graphique et le web design. Et en parallèle, au sein de cette même entreprise, je propose également mes propres créations. Je travaille les fleurs éternelles et ensuite je propose mes propres créations, des chapeaux, des bouquets, des compositions. Je ne pourrais pas parler au nom de toutes les personnes qui sont atteintes de la même maladie que moi parce que il y a, je pense, autant de formes qu'il y a de personnes atteintes. Moi, dans mon cas, je suis atteinte énormément au niveau sensitif et un peu motricité également. Mon quotidien, je fais en sorte que ce soit celui d'une personne normale, que ce soit au maximum le même qu'avant, avec les inconvénients qu'on peut avoir au quotidien. Dans mon cas, c'est des douleurs, des inconforts, des problèmes de motricité qui peuvent parfois me freiner dans mon activité. Mais ça m'a permis de rester très humble dans mon approche et de revoir un petit peu mon quotidien, la manière dont je devais organiser l'équilibre entre mon temps de travail, mon temps de maman aussi, mon temps de famille, de repos. Accepter de faire un petit peu plus de pause, accepter d'aménager. Je pense que c'est essentiellement une question d'organisation. Accepter que quand un matin on n'arrive pas à se lever ou qu'on ne peut pas, eh ben c'est OK. Aujourd'hui, je suis là pour accompagner les personnes en situation de handicap de notre structure. Donc, en fait, nous sommes accompagnés de pas l'ergothérapeute, l'éducatrice spécialisée et la CESF, c'est une conseillère en économie sociale et familiale. Donc, ils sont là pour mettre en lumière les talents des usagers de la structure. Donc, voilà, je suis là aujourd'hui pour les accompagner, apporter de la documentation et les accompagner en général dans leur action. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.